Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va être un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette séance de Film Talk session 2, qui a pour thématique Suis-je faite pour la thèse? Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Guigma Léandre, qui est enseignant à, au AU Oben Bobo. Je m'excuse de la présentation, au Burkina Faso. Si le professeur est présent parmi nous, est-ce qu'il pourrait me faire signe pour que je puisse... Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Bonjour professeur, comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans le cadre de ce Film Talk. Et c'est aussi un privilège de pouvoir co-animer cette présentation avec vous, en fait que nous puissions échanger sur le sujet du jour. Et avant toute chose, je vais peut-être vous demander si vous souhaitiez vous présenter un peu plus longuement à notre assemblée, nous donner une idée de vos intérêts de recherche, ce dans quoi vous travaillez, afin que ceux qui nous suivent puissent mieux vous connaître. Merci. Merci beaucoup. Euh, je suis Léandre Guigma, docteur en aménagement et études urbaines. Je suis donc un ancien euh, diplômé de l'EAMO, l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme, depuis 2003. Et actuellement, donc, je travaille au sein de l'agence Perspective que j'ai créée avec mon épouse. Et aussi, j'enseigne au sein d'une université privée qui s'appelle Université Aube Nouvelle. Donc, voilà, c'est pour corriger la prononciation, c'est Aube Nouvelle, abrégé UOBEN. Et Mais Robin. voilà, voilà, UOBEN. Voilà, donc j'enseigne la filière d'architecture et d'urbanisme. La filière d'urbanisme est toute nouvelle, nous l'avons créée il y a 3 ans. Et la filière d'architecture a déjà 4 promotions d'architectes formés dans cette université du Burkina Faso. Voilà, D'accord, je reviendrai peut-être sur d'autres aspects lors de mon introduction à ce webinaire. d'accord, parfait. Merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser que tout au long du webinaire, il y aura Madame Essie Farida Geraldo qui prendra la parole aussi pour nous accompagner en donnant son avis sur une partie de la thématique en jour. Je ne sais pas si elle est en ligne présentement. Est-ce que Madame Geraldo est en ligne? Pour l'instant, je crois que non, mais c'est pas grave. Donc, au moment où elle se connectera, on lui laissera aussi l'opportunité de se présenter. Et je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons commencer. Juste un instant. Je vais juste comme... Parfait. Alors, le sujet du jour, celui qui nous a réunis, c'est l'épisode numéro 2 de notre série de webinaires. Et le thème aujourd'hui, c'est un professionnel en activité peut-il s'investir dans la recherche universitaire? Donc, à travers cette question, on va peut-être la diviser en deux parties. La logique d'abord du professionnel en activité, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence, qu'est-ce que ça peut amener comme gestion au quotidien, les difficultés et les avantages. Et dans la deuxième partie, l'investissement dans la recherche universitaire. Donc, pour cela, il faut d'abord qu'on sache globalement, mais qu'est-ce que c'est que la recherche universitaire selon vous? Dans le contexte dans lequel vous vous êtes, dans le contexte africain et plus précisément celui du Burkina Faso. Et cela nous permettra donc, diviser en ces trois parties-là, de pouvoir donc compléter notre thème. Un professionnel en activité peut aussi s'investir dans la recherche universitaire. Alors, sans tarder, je vais commencer par la première partie de notre intervention. Un professionnel en activité. Alors, d'après vous, professeur Léandre, euh, lorsqu'on parle d'un professionnel en activité, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là, d'après vous? Qu'est-ce que ça amène comme caractère principal? Et surtout, comment on peut différencier un professionnel en activité, par exemple, d'un stagiaire ou d'une personne un étudiant qui aussi a des activités au quotidien, mais qui pourrait peut-être ne pas se considérer comme un professionnel. Donc, d'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un professionnel en activité? Merci.
Merci beaucoup. Euh, je vais peut-être en 20 minutes répondre aux deux questions à la fois et permettre que le débat puisse avoir lieu parce qu'on m'avait prévenu que j'avais 20 minutes pour présenter le sujet. Donc, si ça ne vous D'accord, parfait. dérange pas, Non, pas du tout. je vais sûrement enchaîner avec la deuxième partie avant de vous redonner la parole. Alors, en guise d'introduction, je suis honoré en tant que praticien-chercheur d'introduire cette thématique et je me réjouis de l'intérêt et de l'engouement des collègues qui sont connectés pour ce sujet. En passant, je félicite le réseau Resimva pour l'initiative de ce webinaire et surtout sur la thématique. Et j'ai écouté les contributions et les débats fort enrichissants avec Rofia Adaba et Kofi Aoulou. Et je ne doute point que la suite sera aussi prometteuse avec Ormel Kemajou et Jérôme Chenal. Alors, un professionnel en activité peut-il s'investir dans la recherche universitaire? Pour répondre à cette question, je dirais oui, sans hésiter. Et pour justifier cette réponse, je partagerai tout simplement ma modeste expérience de praticien-chercheur depuis mon diplôme d'architecte urbaniste à l'EAMO jusqu'à nos jours, avec ces moments de motivation, de crainte, d'angoisse, mais également des moments d'adaptation, de contournement des difficultés et de persévérance. Certains se reconnaîtront peut-être pour avoir partagé des moments similaires, mais je tiens à faire de prime abord cette mise au point. Je ne présenterai pas un chemin, une voie à suivre, mais je ferai juste un partage d'expérience. En effet, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle ou de parcours idéal à suivre. Il y a juste des conseils et des expériences pratiques à partager. Alors, je commencerai par mon parcours que j'avais introduit au début de la question. J'aime pas trop parler de moi, mais bon, Mimi obligé. Alors, on va y aller. 2003, diplôme d'architecte urbaniste obtenu à l'EAMO, après 6 ans d'études, grâce à une bourse nationale de l'État burkinabé. En 2004, je suis engagé comme chargé d'études à G2 Conception, un bureau d'architecture et d'urbanisme au Burkina Faso, à Yeah, Ouagadougou, co-dirigé par very much. Daouda Ouedraogo, urbaniste, et Lucien Caboret, architecte. Hmm. En Haya 2007, kitu pale mmetano taro. il y a un Excusez-moi, peu de bruit. oui, Mimi Madame wamna Caboret, taro pani Madame Rama Caboret, est-ce que ya vous pouvez fermer tamara. votre audio, s'il vous plaît? Votre vocal, pardon, votre micro. Merci. Oui, la parole est à vous, professeur. Merci. En 2007, j'engage un master recherche en études urbaines à l'EAMO. Nous sommes la première promotion du PACER avec une bourse de l'UMOA. Nous étions 4 étudiants, vraiment très privilégiés, 2 architectes urbanistes, une historienne et une sociologue. Donc, 4 étudiants avec des profs venant de partout pour nous enseigner. Et la soutenance de master recherche intervient en 2008. Durant ce master, je garde mon poste âgé de conception où j'exécute certaines tâches en distanciel. Toujours en 2007, je m'engage devant les familles alliées, devant Dieu, puis devant le maire, à prendre pour épouse Solange et à fonder une famille avec elle. Quelques mois plus tard, naîtra notre première fille. En 2008, je quitte G2 Conception pour Perspective, que je cofonde avec mon épouse Solange, qui est aussi architecte urbaniste comme moi. Et c'est en 2011 que je m'inscris en première année de thèse de doctorat à l'Université Paris 8, Saint-Denis, une thèse co-dirigée par Agnès Deboulet, sociologue urbaniste, et Liliane Pierre-Louis, urbaniste, une thèse financée sous fonds propres. De ce parcours, je voudrais partager avec vous quelques leçons rétrospectives, 4 leçons précisément. La première leçon est que la thèse de doctorat est une opportunité pour un expert en activité et qu'il faut savoir saisir cette opportunité. Y a-t-il un bon moment, un moment idéal pour un professionnel en activité s'engager dans une thèse? Je n'ai pas la réponse à cette question. Pour ce qui me concerne, en 2011, j'avais 8 ans d'expérience professionnelle, dont seulement 3 avec mon propre cabinet
quand je me suis inscrit en thèse. Je venais d'être époux, père, chef d'entreprise, et c'est là que je me suis engagé pour la thèse de doctorat, et sans bourse cette fois. Beaucoup se disent, mais je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas de bourse, je n'ai pas assez de temps. Tout ça, c'est vrai, mais il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que des opportunités à saisir. En 2008, dans le cadre de mon master recherche, j'avais écrit mon premier sujet de thèse, parce que c'était imposé dans le protocole de master recherche. Mais ce n'est qu'en 2011, soit 3 ans après, que mon sujet a été accepté par ma co-directrice de thèse qui a bien voulu m'encadrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire une thèse, il faut un sujet de thèse. Et il faut prendre le temps et le soin de bien le choisir, de bien l'énoncer, même s'il va être changé 5 fois, comme ce fut mon cas. Un expert en activité a forcément des centres d'intérêt qu'il convient d'énoncer en projet de thèse. Il faut donc rédiger son projet de thèse comme si on allait s'inscrire demain. Ne pas forcément attendre le bon moment, la dernière minute, la deadline du dépôt des candidatures pour rédiger son projet de thèse. Alors, la première contrainte est donc de bien rédiger son projet de thèse et de le faire accepter par un directeur ou une directrice de thèse et par une université ou une école doctorale. La deuxième leçon est que la thèse de doctorat est un processus d'apprentissage et non une fin en soi. Je voudrais partager la claque que j'ai reçue en montrant un de mes projets de thèse à celle qui sera ma future co-directrice de thèse, Liliane Pierre. Sur ma copie, il y avait plus de corrections à faire que de textes à garder. Et là, on se pose vraiment la question, suis-je fait pour la thèse? Mais en réalité, cette question ne se pose pas. Il n'existe pas de catégorie de personnes faites et d'autres non faites pour la thèse. On apprend tout simplement à faire une thèse de doctorat. Et malgré ses assurances professionnelles et son expertise qui demeure valable, la thèse est un exercice complètement différent. C'est une sorte de gymnastique intellectuelle dont il faut apprendre les rudiments, les règles, les codes, d'où l'importance des cours de méthodologie de recherche scientifique qui sont dispensés en master et ou en première année de thèse. Mais au-delà des cours théoriques, seule la pratique de rédaction de thèses de doctorat ou d'articles scientifiques permet aux chercheurs d'en assurer la maîtrise. La troisième leçon que je veux partager avec vous est que l'expert professionnel en activité ne doit avoir aucun complexe vis-à-vis du chercheur. Le doctorat est certes le diplôme universitaire le plus élevé, et cela a été rappelé au webinaire passé, mais il ne confère pas forcément à l'expert plus d'expertise dans le domaine concerné. La thèse est plutôt une autre manière de raisonner. Alors j'insiste auprès des collègues experts de n'avoir aucun complexe et de ne point douter de leur capacité intrinsèque à se lancer dans une thèse de doctorat. Le domaine d'expertise scientifique du chercheur n'est pas du même registre que l'expertise technique du praticien. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre les deux, mais juste une relation de complémentarité. Pour faire de la recherche universitaire, un master recherche suffit. Il suffit d'avoir des connaissances en méthodologie de recherche scientifique, savoir poser un problème, une question centrale, des hypothèses, un cadre théorique. D'ailleurs, dans plusieurs universités, dont les hameaux, la tendance est de ne plus avoir des masters professionnels distincts des masters recherche, mais des masters tout court, dont les détenteurs ont acquis des compétences en matière de méthodologie de recherche. Agnès Deboulet, ma co-directrice de thèse, me disait qu'elle sentait dans mes écrits, au cours de mes 2 premières années de thèse, que j'étais un professionnel en activité. Ceux qui sont experts professionnels rédigent de manière différente, mieux structurée que ceux qui enchaînent directement la thèse après le master, disait-elle.
Mais le revers est que les experts sont souvent trop orientés vers la résolution de problèmes et la recherche de solutions, alors que la recherche scientifique n'a pas forcément pour finalité de résoudre des problèmes, mais de mieux les décrypter, de mieux les expliquer et de mettre ces connaissances au service de ceux qui cherchent à résoudre des problèmes. Enfin, la quatrième leçon est que la thèse de doctorat exige de la patience et de la persévérance. Pour poursuivre mon parcours, j'ai démarré ma thèse en 2011 et je l'ai soutenue en 2017, soit 6 ans après. À l'université Paris 8, cela correspond à 3 années de thèse plus 3 années de dérogation. Les règles changent d'une université à l'autre. Il faut faire l'effort de s'y conformer. Pour moi, la thèse n'était pas une course de vitesse. J'avais des exigences de mari, de père et de chef d'entreprise à honorer. Mais il faut reconnaître qu'au bout de la 5e année, j'en avais vraiment marre et que la question qui fâche, à laquelle on n'a plus envie de répondre, et ce ne sont pas les doctorants du Servida ou autres qui me diront le contraire, c'est comment avance ta thèse, tu soutiens quand, tu finis quand. Au-delà du marathon, de la course de fond à tenir, je retiens que l'engagement dans la thèse est le pas le plus difficile à franchir et que tout le reste est à capitaliser comme parcours, comme processus, comme expérience au bénéfice de la thèse et de sa carrière de chercheur. Comme témoignage, j'ai été choqué du nombre d'abandons de thèses en France, car à ma première année, on était 6 doctorants encadrés par la même personne, et à ma 2e année, il y a eu 3 abandons par des gens que j'appréciais beaucoup. Alors je me suis dit, est-ce que moi, je vais la finir, cette thèse? Agnès Deboulet, ma co-directrice de thèse, me disait, quand elle sentait ma frustration, que je cachais pourtant, après avoir rayé des pages d'écriture que j'avais produites, elle disait, tu sauras écrire, parlant d'écriture scientifique, bien sûr, tu sauras écrire lorsque tu auras fini ta thèse. Sur le champ, ça peut paraître frustrant de tout reprendre, mais avec le recul, j'ai compris qu'elle avait raison. Il ne faut pas chercher de raccourcis pendant la phase théorique, la phase de terrain ou de rédaction de thèse. Il faut prendre le temps et surtout être honnête avec soi-même et avec la communauté scientifique qui est mondiale de produire une recherche sincère et utile. Les temps de doute, d'inquiétude ou de pause font partie du temps de thèse. Tous les acquis en termes d'expérience, les acquis en termes d'activité professionnelle en amont de la thèse ou pendant la thèse peuvent être capitalisés en termes de connaissances au bénéfice de la thèse de doctorat. Il nous faut donc, il faut donc prendre le temps de bien faire sa thèse, ce qui signifie faire preuve de patience et de persévérance. Ceci étant dit, comment alors juguler tous ces temps de préparation pour saisir l'opportunité, ces temps d'apprentissage, ces temps de complexe, ces temps de patience et de persévérance, tout en étant un professionnel en activité engagé dans une recherche scientifique. Pour finir, je donnerai 2 conseils de praticiens-chercheurs. Mon premier conseil est d'avoir et de suivre un repère. Pour moi, c'était simple. Liliane Pierre-Louis, urbaniste, enseignante-chercheur à l'Institut d'urbanisme de Paris et praticienne de l'urbanisme, vivant entre Paris et Ouagadougou depuis 1986, c'est mon repère. C'est elle qui a créé et revendiqué la notion de praticien-chercheur que j'ai empruntée. J'avais le privilège de la voir à la fois comme co-directrice de thèse, mais également comme collègue de travail, puisque mes premières études d'expertise ont été faites sous sa direction et nous travaillons au moment même de ma thèse sur des terrains d'expertise ensemble. Oui, l'idée d'avoir un modèle, un repère est très motivant pour la thèse. Et dans des moments de doute ou de découragement, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir aux autres pour se libérer afin d'être à nouveau ressourcé, remotivé et galvanisé pour la suite.
Une simple discussion fortuite avec un doctorant ou même un ami, un parent, quelqu'un qui n'est pas forcément de son domaine de compétence, peut débloquer, peut ouvrir une nouvelle fenêtre et aérer l'esprit pour un nouveau départ plus assuré. Le modèle peut également être un aîné, un chercheur ou un doctorant avec qui on partage les mêmes réalités, des expériences similaires. Ce réseau Recimva est un excellent moyen pour renforcer les liens et pour se soutenir mutuellement. À notre époque, nous avions créé à Montréal, avec des amis doctorants qui s'y trouvaient, le réseau Quorum, collectif de recherche ouvert sur les mondes, soutenu par l'apéro. Et nous avons réalisé beaucoup de séminaires, de publications, animé des webinaires, des workshops aux quatre coins du monde. Je me suis retrouvé au Vietnam, au Liban, au Canada, grâce à ce réseau, avec beaucoup de rencontres scientifiques et surtout des rencontres humaines qui sont des relations pour la vie. Mon deuxième et dernier conseil, c'est de rechercher sur son propre terrain. Pour ma thèse de doctorat, j'ai opté de questionner le sujet de mes propres terrains d'expertise. On travaillait à l'époque pour ONU Habitat, et je pense qu'il y a quelques collègues de ONU Habitat qui nous suivent actuellement, et je leur salue. Alors, on travaillait à l'époque pour ONU Habitat dans le cadre d'un vaste programme international d'amélioration des bidonvilles PPAB, qui concernait plus de 70 pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et l'agence Perspective était partenaire de mise en œuvre de ce programme au Burkina Faso. Nous étions chargés, en tant que partenaire de mise en œuvre, de co-concevoir et de co-réaliser avec les résidents des actions d'amélioration de leur quartier non loti. D'où l'idée de creuser cette question du jeu d'acteurs autour de ces quartiers au regard des multiples tensions auxquelles nous avions été confrontés sur le terrain. Au départ, j'avais un tout autre sujet, très technique, relatif à l'autoconstruction des logements, un autre sujet d'expertise réalisé en agence. Mais c'est au bout de la troisième année de thèse que j'ai finalement opté pour une approche moins technique et plus sociologique, orientée sur le jeu d'acteurs. Ce fut un choix difficile, car de par ma formation de base, je suis plus outillé sur le plan technique que sociologique. Mais finalement, je ne regrette pas, car la thèse peut servir aussi à ouvrir son champ de connaissances. Lorsqu'on fait de la recherche scientifique, plus on apprend et plus on se rend compte qu'on est ignorant, qu'on ne connaît finalement pas grand-chose et qu'il y a énormément de choses à découvrir et à investiguer. C'est donc un exercice d'humilité, de quête permanente de savoir et de sens. Ce n'est pas une accumulation de connaissances, mais plutôt un perpétuel requestionnement de ces connaissances pour en découvrir la complexité afin de les déconstruire, les décomplexifier et les rebâtir autrement. Sur le plan épistémologique, cela bouscule ces certitudes d'experts et de techniciens, mais cela les enrichit et les complète en permettant d'appréhender les choses différemment. Dans cette relation d'interdépendance entre recherche scientifique et expertise technique, faire de la recherche scientifique, en plus de son activité d'expertise professionnelle, n'est pas un doublement de son temps de travail. Parce que beaucoup se disent qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ne pourront pas se rajouter des charges supplémentaires au travail. On peut faire de la participation observante ou de l'observation participante dans ce sens que son travail d'expertise devient en même temps un espace de recherche continu et permanent à travers le nouvel angle de vue et d'analyse du même sujet qu'on porte. On capitalise donc tout. La recherche peut aider à changer sa pratique professionnelle, tout comme la bonne connaissance technique et experte influence positivement la recherche. En effet, plus tard, en tant qu'expert, on peut convoquer des notions et concepts pour mieux problématiser ces sujets d'expertise. Et de même, en tant que chercheur, on peut convoquer ces travaux de terrain
pour nourrir sa recherche. On peut donc avoir cette posture de praticien-chercheur et faire des études urbaines ou architecturales problématisantes, et c'est ce que nous tentons de faire quotidiennement au sein de l'agence Perspective. Pour conclure, et j'espère que je suis dans les temps, après avoir partagé 4 leçons apprises de mon parcours de praticien-chercheur, à savoir l'opportunité, l'apprentissage, le praticien décomplexé, la persévérance, mon principal conseil pour un professionnel en activité et qui veut s'engager dans la recherche scientifique est de ne pas rester isolé et de faire une recherche en lien avec ses terrains et domaines d'expertise. Ainsi, travailler sur son propre terrain d'expertise peut être bénéfique en termes de capitalisation de connaissances techniques pour le chercheur praticien. Mais il ne s'agit pas de défoncer des portes ouvertes en questionnant ou en décrivant des manières de faire déjà éprouvées, mais avoir l'impression d'avoir soi-même apporté plus de lumière sur un sujet traité. Finalement, je puis affirmer, en tant que praticien-chercheur, que recherche scientifique et expertise technique se complètent et se fécondent mutuellement. Et j'encourage donc tous ceux et toutes celles qui sont architectes, urbanistes, gestionnaires urbains et autres à ne pas hésiter d'emboîter le pas vers la thèse de doctorat, car on n'y a rien, on n'a rien à y perdre. C'est forcément une relation de gagnant-gagnant, à la fois pour l'expert professionnel junior ou confirmé, ou même retraité, ou pour le futur chercheur ou enseignant-chercheur. Chers tous, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. Franchement, c'était très enrichissant de vous entendre, de découvrir ces différentes facettes du professionnel en activité, mais qui passe quand même de l'expert sur le terrain au chercheur scientifique et finalement qui va avoir cette double casquette-là, qui va avoir cette ambivalence dans laquelle il va surfer pour construire sa carrière. Euh, Sans donner plus de commentaires, je vais me rassurer, est-ce que Madame Giraldo nous a rejoint par hasard? Madame Messi Giraldo? Je pense que non, toujours pas. Mais dans ce cadre-là, je vais alors devoir peut-être me focuser sur vous, professeur. Désolé. Vraiment, Pas de Je souci. suis c'était là, très... je suis là. Ah, bonjour, Madame Giraldo, Allô? comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour. Bonjour, c'est un Bonjour plaisir à de... tous. Est-ce Bonjour. que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Euh, D'accord. alors, on vient d'écouter la présentation du professeur Léandre Guigma. Et avant de passer à la phase comme d'échange, de discussion et aussi de questions avec les membres qui nous suivent, je voudrais alors vous passer la parole à votre tour pour que vous puissiez vous présenter afin que ceux qui nous suivent puissent vous connaître. Et suite à cela, je pourrais donc faire le lien entre la présentation faite par Monsieur Guigma et la vôtre. Merci. D'accord. Eh ben, je pensais qu'on allait lire une bio de moi, mais bon, j'y vais comme ça. Ah d'accord. Ah, en fait, je l'ai devant moi. Je peux la lire si vous me le permettez. Cela ne me dérange pas. Allez-y. D'accord, parfait, merci. Euh, Donnez-moi une minute. Alors, Madame Essie Geraldo, qui est avec nous, est née en mars 1991 et elle est une jeune entrepreneur éco-architecte, urbaniste des villes durables et aussi auteure. Elle est alumnie de plusieurs programmes prestigieux américains tels que le Mandela Washington en 2018, l'AWEC en 2019 et l'Obama Leader en 2019. Elle s'est engagée dans diverses causes comme le genre et l'éducation environnementale, l'innovation, la paix et la diplomatie. Excusez-moi.
Au travers de ses voyages et de ses conférences, elle partage ses expériences, mais aussi en acquiert afin de continuer à transmettre à sa communauté la force de changer positivement les choses. Elle est donc très présente sur le terrain. Elle a une vie associative très riche depuis le lycée en tant que présidente ou à des postes décisionnels. Engagée dans plusieurs associations, son amour pour l'environnement l'a poussée à fonder la Youth Architect Community, une association environnementale composée de jeunes dynamiques avec laquelle elle œuvre dans le durable. Véritable référence pour les initiatives de ville durable, elle est reconnue pour ses projets Green Leadership, Forum de ville durable, Operation One House, One Plant ou encore le World Cities Day Summit. C'est d'ailleurs ce pourquoi elle fait partie du restreint comité scientifique togolais, MICD, qui s'intitule Mouvement de la construction durable en Afrique. Et elle est d'ailleurs en fait la seule femme membre de ce collectif. Mm. Femme impactante au Togo, elle reçoit un ordre national de mérite de l'Ordre national des architectes du Togo et est nominée d'abord parmi les 10 femmes impactantes togolaises, autrement appelée le Women Impact of Change 2021, puis à l'international parmi les 20 African Diaspora Professional Women in Europe, intitulée ADIPWE. Nouvelle championne 2022 du 10 Housing Young People, Madame Essie Giraldo est nominée sur le plan national en tant que modèle humanitaire et bénévole. En 2023, elle est d'abord nominée au point focal bâtiment écologique Togo de l'Union des architectes d'Afrique, puis en parallèle par le Togo Country Chair d'énergie and Engineering G100, un mouvement mondial qui porte la voix des femmes à l'échelle des grandes puissances comme le G7. En 2024, lui sourit aussi une double nomination en ayant le prix ONAT de l'excellence entrepreneuriale en tant que femme d'influence à l'Africa Girls and Women Summit. Donc, à ce jour, outre le fait qu'elle soit présidente fondatrice de l'association environnementale, j'ai beaucoup de programmes de mentorat et de consultance d'expertise auprès de tribunaux, notamment le COO de la structure Achid Art. Elle est aussi auteure de livres à succès comme Comment j'ai rencontré le couple Obama, L'invité indésirable et même la poésie Tegbi Tegbi de l'anthologie de poésie togolaise de 2010 à 2020. Donc, voici présenter cette superbe biographie, très riche. Et sans plus tarder, je voudrais savoir, est-ce que Madame Farida, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ou des commentaires pour que ceux qui sont avec nous puissent comme s'imprégner de qui vous êtes? Euh, Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que je n'aimerais pas rajouter parce que c'est déjà assez long. De façon D'accord. très simple, je vais tout simplement dire que je suis diplômée de l'EAMO et après l'EAMO, j'ai fait 2 ans de stage professionnel pour entrer dans l'ordre. Et suite à cela, j'ai suivi des formations aussi bien en administration publique, en énergie renouvelable, euh, aussi bien en Arizona qu'en Afrique du Sud pour les villes solaires, D'accord. pour les énergies renouvelables plutôt. Et ensuite, après cela, j'ai travaillé pendant 2 ans sous contrat au ministère de l'Urbanisme où je gérais des projets sur toute l'étendue du territoire par rapport au schéma directeur des villes. Et en parallèle, j'avais commencé par ouvrir mon entreprise et l'association. Et voilà, je crois que ce sont les éléments les plus importants qu'on pourrait rajouter à cela. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Avant que vous nous rejoigniez, le professeur Guidma nous avait vraiment donné un large éventail du professionnel en activité qui, pas à pas, réussit à s'investir dans la recherche universitaire. Et nous avons vraiment démontré que c'est pas un chemin linéaire. Il y a plein de questionnements, il y a plein de doutes, il y a parfois cette envie d'abandonner, mais ça prend aussi du courage, ça prend du soutien, ça prend aussi une vision, ça prend aussi d'avoir un repère, tel qu'il nous l'a expliqué. Est-ce que par hasard, d'après vous, avec ce que je viens d'expliquer, qu'est-ce que cela vous évoque lorsque vous voyez ce thème-là, qui est du professionnel en activité, et d'après vous, votre expérience sur le terrain, et avec tout ce que vous avez, tout le parcours très riche en tant qu'expert que vous avez, est-ce que pour vous,
comment est-ce que vous pensez qu'une personne pourrait s'investir dans la recherche universitaire en s'inspirant, par exemple, de l'expérience de M. Guigma et en tenant compte de vous, votre expérience en tant qu'experte? Quel serait le point focal pour cet investissement dans la recherche universitaire, d'après vous? Donc, merci beaucoup pour la parole. Je remercie d'abord Zefinva pour l'opportunité que ce réseau m'offre pour échanger avec vous et donner mon point de vue. Je dirais, en regardant le thème, un professionnel en activité peut-il s'investir dans la recherche universitaire? Cela m'a fait poser quelques questions. Je me demandais si c'était peut-il s'investir ou doit-il s'investir? C'était déjà Super. la première question que je me posais. Et après avoir entendu, disons, ce que le professeur Kingma a exposé, j'étais encore plus convaincue de ma position. Et selon moi, à la question peut-il, c'est oui. Parce que suivant mes principes, et cela ne dépend que de moi, arriver à faire quelque chose, donc pouvoir par des paramètres de volonté. On fixe la vision et les objectifs et on met en place les activités, les actions pour les atteindre. Donc là, c'est évident. Et je pense qu'il y a dans la question encore le doit-il s'investir parce que dans mon esprit, ce que je comprends, c'est dans la quête de la réussite. Nous étudions, nous travaillons, tout cela parce qu'on veut réussir sa vie en griffe. Et maintenant, la recherche universitaire, pour moi, c'est une étape sur un plan de carrière. Pour certains, c'est un tremplin pour des aspirations plus élevées. Pour d'autres, c'est une vie parallèle. Pour d'autres encore, ce n'est pas un besoin. Et moi, je vois, on fait la thèse parce qu'on vise des objectifs dont cela dépend. Donc, cela demande du temps, de la consécration plutôt, et du sacrifice. Donc, parlant de temps, un professionnel en activité devra être très rigoureux avec son planning pour ne pas se retrouver overwhelmed, quoi. Il y aura les clients satisfaits, insatisfaits peut-être, et toujours assez course, alors que son promoteur de thèse attend la production de l'article peut-être. Ouais. Et puis, moi, j'aime souvent utiliser l'expression « tout dépend ». C'est-à-dire que tout dépend de ses propres compétences, de ses opportunités, de ses objectifs de plan de carrière. Ces trois éléments-là, pour moi, sont assez essentiels. C'est-à-dire au niveau des compétences. Les compétences, je ne parle pas là uniquement des skills, des capacités, mais j'ajouterais même carrément des conditions physiques, la santé, l'esprit frais pour apprendre, parce que si après quelques années, on se met dans ce processus-là, on n'est plus autant capable, ou bien on n'a pas les mêmes capacités comme lorsqu'on est tout jeune aussi. Ça dépend. Et je parlerai aussi des opportunités. Est-ce que c'est par des bourses qui arrivent à un moment, à un temps T donné, ou ce sont par vos propres moyens, comme le professeur l'a dit, il a travaillé sur son propre pour financer sa recherche. Il y a les paramètres sociaux, qui abandonner, quoi abandonner sans regretter dans le temps, puisque les risques comme ça, il y en a toujours et il y en aura. D'accord. Et maintenant, les objectifs de plan de carrière. Parce qu'il est important, là je parle peut-être en tant que vision leader, il est important pour moi, et c'est vraiment ma vision, de faire ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi on est doué. Sinon, on ne s'épanouit pas. Et pire, on ne s'épanouit pas dans son travail. Au final, il y a le burn-out, on a le dégoût de tout. Et moi, je félicite beaucoup le professeur lorsqu'il est en train de parler Excusez-moi, du temps monsieur, qu'il a monsieur, mis.
Monsieur Bako, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est Monsieur après Bako, 3 ans. est-ce que vous pouvez faire... Merci. Oui, excusez, allez-y, s'il vous plaît. Si après 3 ans, il change de thème et puis qu'il ait changé autant de thèmes, c'est vraiment beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, hein. Non, oui, Et, effectivement. et franchement, comme on l'aurait dit, pour un simple mémoire de master jusqu'à arriver au doctorat, il faut vraiment choisir quelque chose dans lequel on se sent bien. Personne ne doit décider à notre place, en fait. Et chacun a son chemin tracé, ou mieux, peut tracer son chemin. Moi, je pense que nous avons notre destin entre nos mains et les parcours sont tellement différents. On peut, par exemple, bon, je donne l'exemple de quelqu'un qui est diplômé, qui a son doctorat et ensuite devient chef d'entreprise et prof d'université ou doyen ou responsable à l'université. C'est sa carrière. Un autre exemple, il a son diplôme, il part en tant que chef d'entreprise. Et bon, quand je parle aussi de chef d'entreprise, ce sont les certifications ou peut-être la formation en gestion d'entreprise. Et il s'arrête là, il a son succès et il a une vie paisible. Là, j'insiste dessus parce que la plupart du temps, dans nos cursus, on ne nous apprend pas forcément à gérer une entreprise. Et pour pouvoir vraiment percer et avancer, il faudrait qu'on se forme dans cela. Mais non, il y a aussi, on peut avoir un parcours du genre, un diplôme, chef d'entreprise, on a le doctorat, on fait sa thèse, on revient, continuer au cabinet. Mais durant la thèse, on est en train de développer un produit de sa recherche. Peut-être on faisait des réflexions sur certains matériaux, sur certaines formes de conception et autres, et on profite de la thèse pour développer et aboutir à quelque chose, et qu'on revient prototyper dans son cabinet pour être son tremplin à soi et avancer ainsi. Et là, on devient contournable. On peut être un autre profil, diplôme, chef d'entreprise, on a un doctorat, on devient un serial entrepreneur, on a plusieurs entreprises qu'on gère à distance ou bien on est juste fondateur. Et après le doctorat, on prend le chemin pour être consultant dans un organisme international. Il y en a même qui sont dans les organismes internationaux, mais qui ne passent pas forcément par le chemin du doctorat, parce que l'expertise parle aussi. Donc, vraiment, selon moi, et cela peut-être peut servir de conclusion, c'est que un professionnel en activité peut s'investir dans la recherche universitaire, mais pas forcément s'il pense que c'est le seul moyen de réussite de sa vie. Comme anecdote comme ça, je pourrais dire qu'une fois, j'ai été invitée, et cela m'arrive très souvent d'ailleurs, comme expert sur des panels intercontinentaux, des panels de docteurs, alors que je ne suis pas docteur, et c'était au même titre pour échanger sur des thèmes critiques durables. Donc, pour moi, l'important, c'est la destination, enfin, parfois. Donc, il faut se débrouiller quand même pour prendre de chemin sain. Voilà, c'est ce que moi, je pourrais dire. Je n'ai pas voulu trop appuyer sur ma propre expérience, mais de façon globale, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Alors, moi, je vous remercie pour pour cet apport que vous nous faites qui va essayer vous asseyez sur l'expertise, vous questionnez la question du pouvoir ou du devoir de s'investir dans la recherche universitaire. Vous nous avez montré comment est-ce que, même si finalement une personne n'est pas forcément dans la recherche universitaire à proprement parler, elle peut se retrouver finalement à devoir échanger, à devoir partager des idées, à devoir développer comme des réflexions avec des personnes qui sont dans le monde universitaire. Et donc, finalement, ça rejoint un peu ce que le professeur Léandre nous disait, que dans toute chose, il faut de la persévérance et surtout l'envie, cette envie-là de vouloir vraiment apporter sa participation, sa contribution à la construction des idées, à la construction de la réflexion pour répondre à l'amélioration
des conditions de vie de nos populations. Je vous remercie beaucoup pour cet apport que vous nous avez fait suite à la présentation du professeur Léandre. Et sans plus tarder, je vais m'appesantir sur le professeur dans une seconde partie où je vais vraiment lui poser une question qui n'est pas très facile avant de ensuite donner la parole au public s'ils ont des questions à nous poser. Alors, professeur, si le professeur est avec nous. Oui, je vous suis, hein. Je vous suis Ah, très bien. parfait, super, merci. Je vais vous poser vraiment une question qui, j'avoue, elle n'est pas facile. Donc, vraiment, si vous voulez me prendre un peu de temps, il n'y a pas de problème. Vraiment, je reviens sur le point que Madame Giraldo a soulevé, la question de l'investissement dans la recherche universitaire. D'après vous, quelles sont les trois grandes difficultés que cet investissement peut amener et quels sont les trois grands avantages qu'on pourrait aussi tirer de cet investissement-là? En sachant que l'investissement, bon, quand on parle d'investissement financier, c'est très facile, hein. On met de l'argent et on a un intérêt. Mais l'investissement humain, l'investissement social, cette capacité que l'on a à dire, oui, je pense que je me suis investi dans cette activité-là et j'y ai gagné quelque chose. Donc, d'après vous, quelles sont les trois grandes difficultés de cet investissement-là pour l'apprécier et quels sont les trois grands avantages de ce même investissement-là lorsqu'on veut l'apprécier personnellement? Merci. Merci beaucoup, hein. C'est vrai que c'est une question difficile. Oui. Non, d'abord, je suis un peu gêné qu'on m'appelle professeur parce que je ne suis pas professeur. C'est un titre qu'on mérite après également un très long parcours de carrière de chercheur. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas professeur. Vous pouvez D'accord. m'appeler monsieur Ou ou, docteur. oui, docteur, mais je préfère D'accord. Léandre. Ça me convient encore mieux. Alors, D'accord, c'est compris. Merci. Alors, pour revenir à... Non, je voudrais faire le lien justement entre votre question et la riche contribution de Madame Giraldo, qui justement disait que quand on écoute sa biographie, on voit bien que c'est une femme qui fait plein de choses, plein d'activités, qui est architecte, mais qui est aussi dans le monde associatif, qui s'investit dans le domaine du genre, de développement durable. Et donc, ce que je retiens de cette biographie, c'est que elle trouve le temps pour faire tout ça, pas parce que elle a plus de temps que les autres, et qu'elle trouve un lien, elle trouve une motivation, elle trouve un lien à faire entre toutes ces activités, à la fois d'architecte et à la fois du monde professionnel. Et comme je le disais également, lorsqu'on s'engage à faire une thèse, sachant qu'on a tous énormément de choses à faire en tant que professionnel, ce qui nous fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir encore plus de charges de travail à faire dans un temps qui est déjà relativement court. Ça peut être vrai, mais ça peut être contourné, un, par motivation, ça c'est c'est enfin, c'est un peu la clé, hein, de la réponse magique à toutes vos questions. Il faut forcément être motivé et Mhm. il faut justement ne pas s'investir dans un domaine complètement nouveau, complètement différent, mais faire justement le lien avec les acquis qu'on a. Je pense que c'est la meilleure astuce pour justement mettre en valeur et mettre en lumière, mettre en lien, en relation l'ensemble des activités professionnelles qu'on fait avec les activités extra qui sont du monde associatif ou qui peuvent être de l'ordre de la recherche scientifique. Je ne pourrais pas vous définir trois difficultés de façon précise ou trois avantages de façon précise parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas parler de moi, mais j'étais obligé de le faire parce qu'on ne peut pas parler en général. Oui, c'est vrai. Voilà, Ouais. de faire ce n'est pas ce ne sont pas des généralités. Je pense que Mhm. tous ceux qui sont en thèse peuvent le dire, chaque parcours est quand même assez particulier, assez individuel. C'est vrai qu'il y a des points communs qu'on peut ressortir, mais voilà, on n'a pas un seul modèle ou un seul
une seule voie à suivre. Alors, bien sûr, la difficulté majeure pour un professionnel et que j'ai relevé, c'est bien sûr ce saut sur le plan intellectuel, de quitter de l'ordre du pragmatisme, de l'ordre de la recherche de réponses à des questions, de la recherche de solutions à des problèmes. Et c'est de quitter cette on est formé pour ça, hein, en tant qu'architecte, en tant que professionnel, de quitter ce domaine et aller vers des questions beaucoup plus méthodologiques, descriptives, sur justement des questions à élucider, des, voilà, des sujets à mieux comprendre, à mieux élucider. Ça, c'est pas facile forcément pour un professionnel de faire ce saut. C'est l'une des difficultés que personnellement j'ai vécues et que je vois aussi surtout avec les professionnels qui ont d'abord exercé avant donc de s'engager dans la thèse, un peu moins chez ceux qui enchaînent directement après le master. Alors, la plus grande motivation, là aussi, c'est personnel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations lorsqu'on s'engage dans une thèse. Je pense que Mme Giraldo a parlé plan de carrière, ou même, ou même de vouloir exercer sa propre profession différemment. Donc, chacun a sa motivation. Et moi, je pense que c'est cette motivation qui doit guider et qui doit prendre le dessus sur toutes les difficultés et toutes les contraintes qu'on pourrait être amené à avoir dans le cadre d'un chemin, d'un parcours, enfin, lorsqu'on veut donc faire une recherche universitaire. Donc, je résume plutôt en une grande difficulté et en un grand avantage, voilà, que trois. Désolé d'avoir traité Non, fastidieux le milieu. non, je vous remercie, docteur. Je vous avoue, c'est une question qui n'est pas facile. Et honnêtement, moi, je suis doctorant. Et souvent, c'est une question qu'on me pose, surtout quand vous faites face à des jeunes diplômés qui rentrent dans le monde de la profession, mais qui ont envie d'explorer le monde universitaire. Souvent, ils vont le voir de façon très mathématique en vous demandant, mais finalement, mais dites-moi, mais c'est quoi ce que je gagne en prenant le chemin de la thèse? Qu'est-ce que je perds en fait? Ou qu'est-ce que je gagne? Parce que dans le monde professionnel, l'image est déjà là. Ah oui, je peux gagner, j'ai un revenu, je vais grandir en réseautage. Donc, il y a vraiment cette manière de vouloir toujours comparer les deux, ces deux mondes-là sur un plan, comment je vais dire, sur le plan d'avantages et d'inconvénients. Donc, vraiment désolé de cette difficulté de question. Et à travers vous, j'apprends. Et ce que j'en conclus pour nos auditeurs, c'est que finalement, ça prend des valeurs humaines de persévérance, de motivation. Et c'est peut-être ça qui fera la différence si finalement vous prenez ce chemin-là ou l'autre, si je résume les propos du docteur. Alors, je regarde là ma montre et il nous reste à peu près une trentaine de minutes. Donc, ce que je propose à ceux qui sont avec nous, c'est de vous laisser aussi la parole pour que vous puissiez poser des questions au docteur et aussi à Madame Farida. Je propose qu'on aille par lot de 3 questions jusqu'à ce que le temps nous permette de prendre plus ou moins. Alors, sans plus tarder, est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait... Ah oui, alors, je passe la parole à Monsieur Fabrice Bépoint. Veut bien vous présenter brièvement et ensuite indiquer à quelle personne vous adressez votre question, soit au docteur ou à Madame Farida, ou les deux, et ensuite de bien vouloir la poser. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Merci franchement pour l'organisation de cette série de webinaires. On m'appelle Fabrice Panon. Désolé, mon nom est abrégé. D'accord. Et je voudrais juste intervenir ici pour, voilà, déjà dire que je souscris entièrement à tout ce qui a été dit, ce qu'a dit le docteur Guigma, justement sur, voilà, cette possibilité-là pour le professionnel de faire un saut et donc de passer de l'autre côté, de remettre en question ses propres convictions épistémologiques et se tester aussi une façon méthodologique de travailler tout cela. Moi, je souscris entièrement à ce qui a été dit ainsi qu'à la réflexion de Farida. Je voudrais juste ajouter que, comme dans notre contexte, il est vrai que, oui, on devrait aller
vers le doctorat que les personnes qui sont effectivement motivées, qui sentent ce besoin-là, qui sentent effectivement qu'elles ont quelque chose à apporter, effectivement. Je pense que ça reste un point, un point important, mais je voudrais ajouter à cela que dans notre contexte, je parle de contexte subsaharien, africain, etc., cela reste quand même un élément intéressant pour tous ceux-là qui, en fait, sentent ce besoin de bien vouloir s'engager parce que nous avons quand même une discipline ou des disciplines euh, à construire. Nous avons des disciplines qui sont encore en perpétuel mouvement. Je parle évidemment de l'urbanisme, du développement urbain donc dans nos contrées, mais aussi pour ce qui concerne le bâtiment, ce qui concerne l'architecture, qui doit continuer à être développée, qui doit continuer une réflexion vraiment en vue de l'adaptation à nos contextes, qu'ils soient climatiques, socio-économiques, etc., que nous devons continuer à faire. Et la recherche est un bon moyen d'y arriver. Donc, cette fois, je voudrais franchement encourager ceux-là euh, qui se sentent vraiment concernés par ce message-là, d'essayer. Et puis, voilà, s'ils sentent effectivement ce besoin-là de faire une contribution. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut, évidemment, on peut, ça le docteur Guigma l'a bien démontré, est-ce qu'on devrait le faire? Je pense que davantage de personnes devraient le faire. De toute façon, nous ne sommes pas si nombreux et il y a besoin de faire avancer la discipline. Donc, c'est la contribution que je voudrais faire à ce niveau. Et je remercie tout le monde. Je suis Fabrice Banon, je suis docteur en urbanisme et aménagement, enseignant-chercheur et consultant. Ah, merci beaucoup, Monsieur Banin, pour cette belle, ce très beau complément que vous faites et qui effectivement soulève un aspect important, l'adaptation au changement climatique, la démographie, tout ça. Il est effectivement vrai qu'une personne qui fait de la recherche pour nous, qui n'est pas issue de nos milieux communautaires ou culturels, va avoir la difficulté à interpréter ces réalités-là et d'où votre appel à vraiment à ce que nous nous engageons de plus en plus pour mieux répondre aux questions auxquelles nous devons faire face collectivement, auxquelles nous faisons déjà face collectivement d'ailleurs avec les changements climatiques. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Alors, je passe ensuite la parole à Monsieur Abdoulrahim. Merci pour la parole. Je dis à chaque fois, je trouve du plaisir à écouter Dr. Digma. À chaque fois que je l'écoute, j'apprends beaucoup. Et je dirais aujourd'hui qu'il est une personne de référence, un véritable baobab pour nous, la jeunesse africaine. Alors, j'ai deux questions. Comment faire pour allier vie professionnelle, vie familiale, vie amicale et vie de recherche? Mais ma question s'adresse aux deux panélistes. Et la deuxième question, quel risque qu'encourt un professionnel en recherchant la solution ou en critiquant un projet ou une activité urbaine? Par exemple, moi, je suis de la commune de Ouagadougou. C'est un risque pour moi de critiquer une plaie urbaine ou un problème de la ville. Qu'est-ce que je dois faire en tant que professionnel et doctorant? Merci. Ah, merci beaucoup, Monsieur Rahim. Juste une petite proposition. Je propose que nous faisons d'abord un tour de table sur la première question et ensuite vous allez peut-être la reposer la deuxième question pour qu'on puisse, tout le monde puisse mieux l'intégrer. Est-ce que ça peut aller comme ça avec vous? Oui. Ça peut aller. Monsieur, parfait, ok. Donc, sans plus tarder, je passe donc la parole à Madame Farida pour la première question. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur. À la question, comment allier parcours professionnel, social, tout ça. Bon, et la liste est longue, je crois bien. Moi, souvent, lorsque l'on me pose ce type de questions, et quelles que soient les filières, je me dis... Vous m'entendez? Excusez-moi, oui, excusez-moi. Monsieur Kwaku, est-ce que vous pouvez bien fermer votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Kwaku Nana? Bonsoir.
Ouais. Monsieur Kwakunana, Steve? Monsieur Steve, est-ce que vous pourriez fermer votre micro? Merci. Oui. La parole est à vous, Madame Faïda. D'accord. Euh, pour moi, quand on me pose ce type de questions où on veut essayer de faire plusieurs choses à la fois, moi, je dis toujours, tout est question de planification et de volonté. C'est-à-dire, on a tous 24 heures dans une journée, mais il faut avoir une méthode et une stratégie pour planifier son temps afin de pouvoir mettre tous les éléments à leur place. Mais une chose est, c'est qu'avant de se lancer, et il faudrait dresser la liste des pour, des contre, des contraintes. Si par exemple vous étiez en train de faire, vous étiez chef d'entreprise, vous faisiez une autre activité avant de commencer le doctorat et que vous savez que cela aura un impact, il faudra déjà évaluer le type d'impact qu'il y a et voir comment atténuer si c'est négatif. Quand je parle de ça, c'est-à-dire peut-être vous êtes marié et que vous voyez que vous passerez plus de temps dans les laboratoires et autres, il faudrait déjà échanger ou préparer votre entourage à ce nouveau vous qui est en train d'arriver pour que vous soyez toujours dans un milieu qui vous permette d'avancer et non qui est en train de vous pousser à ne pas avancer. Donc, que ce soit déjà même la question que vous posez, vous avez déjà le témoignage du docteur qui disait au même moment, il y avait la vie familiale, il y avait le doctorat, il y avait ci, il y avait ça. Donc, cela veut dire que ce n'est pas du tout impossible, c'est faisable. Mais il faudrait vraiment établir, suivant ce qu'on veut obtenir, un planning comme il faut. Quand je parle de planning, ce n'est pas uniquement même un planning uniquement journalier, un planning dans le temps pour savoir qu'à partir de tel moment, je pourrais faire ci, à partir de tel moment, je pourrais faire ça. Mais il est vraiment très important de trouver l'équilibre pour que vous puissiez vous-même être équilibré, vous puissiez avancer. Donc, avoir ce genre d'éléments et le suivre vraiment sans toutefois flancher, c'est selon moi la méthode la meilleure pour avancer. Merci. Merci pour cette belle réponse. Je passe la parole ensuite au docteur Guigma. Si, non, je n'aurais rien à rajouter hein, sur cette question. Je ne sais pas si on peut enchaîner avec la deuxième et faire le lien. D'accord, parfait. Donc, Voilà. Monsieur Rahim, est-ce que vous pouvez nous reposer la deuxième partie de votre question? D'accord. Quel risque qu'encourt un professionnel en recherchant la solution ou en critiquant le projet d'équipement ou infrastructure ou les documents ou outils d'urbanisme? En effet, et c'est très intéressant, hein, la question de la critique architecturale ou urbaine. Justement, bien sûr, tout le monde peut critiquer et tout le monde a le droit hein, de donner son point de vue, de dire ce qu'il pense. Mais évidemment, si on est mieux outillé, si on comprend mieux, si on a mieux euh, euh, compris l'œuvre, une critique est encore plus enrichissante. Si on se limite justement à ce qui est visible, à ce qui est apparent et qu'on fait des critiques sur ça, sans comprendre en fait tout ce qui est caché et tout ce qui a conduit à ce qu'on voit, à ce qui est apparent, la critique devient un peu superflue et légère. Donc, justement, je voudrais justement dire et faire le lien avec ce que le docteur Bano a dit par rapport à son plaidoyer sur encourager plus de praticiens à faire la recherche, c'est justement pour enrichir justement cette critique-là. Et elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus, on a de plus en plus envie d'entendre les Africains eux-mêmes revisiter leur culture, revisiter leur manière de faire et Euh, critiquer, pardon, et critiquer excusez- eux-mêmes
voilà, et critiquer eux-mêmes cette manière de faire pour justement mieux proposer des solutions pour développer l'Afrique. Lorsqu'on prend le domaine de l'enseignement, l'architecture et l'urbanisme que je connais bien, au niveau du CAMES, qui est l'organe habilité à reconnaître les diplômes et même à reconnaître les mérites des chercheurs dans leur carrière professionnelle, il n'y a pas de comité spécifique pour l'architecture et l'urbanisme. Il n'y en a pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de docteurs au niveau du CAMES, il n'y a pas de professeurs qui pourraient donc évaluer ces programmes de formation. Donc, vous imaginez que nos programmes de formation d'architecture, d'urbanisme sont évalués par des biologistes, des, des gens qui ne sont pas forcément du domaine et qui sont des fois très loin du domaine et qui s'en tiennent juste à des codes, des canevas très formels par rapport aux exigences du CAMES. Alors que si nous étions nous-mêmes les propres euh, professionnels et en même temps qui connaissent bien ce dont les professionnels ont besoin pour tel ou tel profil, eh bien, on serait encore mieux outillé pour C'est évaluer et apprécier les programmes de formation et les différents carrières de chercheurs. Donc, le fait qu'il n'y ait pas assez de chercheurs est un handicap et le plaidoyer de Bannon est tout à fait juste. On devrait être plus nombreux à s'investir dans ce domaine. Et c'est tout, voilà, ce n'est pas juste une motivation personnelle, mais je pense que c'est une motivation professionnelle, mais aussi continentale, dans ce monde où on a envie aussi de re-questionner le développement de l'Afrique avec des pensées décoloniales, avec une nouvelle façon de projeter le développement de l'Afrique par les Africains. Je pense que l'enjeu est aussi à ce niveau-là. Et donc, voilà comment je ferai le lien entre la question de notre ami et le plaidoyer de Dr. Bano. Merci. d'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Je regarde le temps filer, donc on a des questions au niveau du chat. Je vais commencer par celle de Monsieur ou Madame Melkisedek. Alors, on dit merci au grand prof Léandre et à Madame Farida. Docteur Guigma, pouvez-vous nous faire part de cas concrets d'expérience où vous avez mis à contribution vos connaissances théoriques, donc universitaires, en contribution dans vos projets urbains? Il y a encore deux autres questions. Est-ce un atout de se prononcer dans la critique scientifique pour un professionnel? Bon, je pense qu'on y a un peu répondu, vu le temps. Euh, voilà, donc je crois que c'est tout pour cette question-là de Monsieur ou Madame Melkisedek. Je vous répète la question. Pouvez-vous nous faire part de cas concrets d'expérience où vous avez mis à contribution vos connaissances théoriques, donc universitaires, en contribution dans vos projets urbains, donc plus professionnels? Merci. Donc, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose de quotidien, hein. C'est vraiment, on ne veut pas faire une frontière entre, entre la pratique professionnelle et la pratique de recherche. Donc, l'idée vraiment que je défends avec les collègues de l'agence, c'est vraiment de faire le lien et donc de faire ce que nous appelons être un praticien-chercheur. Alors, je voudrais prendre deux exemples. On a eu à faire un dispositif d'assistance à l'autoconstruction. On sait bien qu'en Afrique, hein, c'est le moyen le plus répandu hein, de construction des logements. On n'arrive pas à donner de chiffres, mais on est à plus de 90%. Donc, tout le monde construit sa maison. Le terme exact, c'est autopromotion. Hein. Ce n'est pas forcément autoconstruction parce qu'on n'est pas soi-même constructeur. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le moyen le plus répandu. Et lorsqu'on a fait cette étude, on a parlé du concept d'habitabilité. Et c'était pour analyser quel niveau une maison est-elle habitable? Est-ce qu'il faut forcément avoir le faux plafond? Est-ce qu'il faut forcément avoir un enduit sur le mur? Est-ce qu'il faut forcément avoir de la chape au sol? À quel moment une maison est-elle habitable? Et c'était très important parce que c'était déterminant
pour justement fonder le dispositif de l'autoconstruction d'une maison évolutive. Donc, qui pourrait être habitable avec le plus investissement, donc l'investissement le moins cher pour que la maison soit habitable et que tout en habitant dans sa maison, on puisse toujours améliorer son standing. Et le deuxième concept qui est un concept plutôt qu'on utilise en urbanisme, c'est pas vraiment un concept, mais c'est cette notion de souplesse sur le plan de vue réglementaire, sur le plan de vue des zonages, des documents d'urbanisme que nous élaborons. On a bien sûr deux écoles, hein. Il y en a qui se disent, voilà, les documents, il faut les respecter à la lettre, il faut respecter le zonage au mètre carré près. Et puis, voilà, il y a aussi cette école qui se dit qu'il faut plus voir les pratiques, voir les usages et chercher à adapter. Donc, finalement, que tous les outils que nous faisons soient plus des moyens de discussion, des repères et non forcément des contraintes en tant que telles, mais plus des repères pour encore mieux questionner la pratique, mieux l'adapter aux usages. Donc, voilà des manières de re-questionner nos certitudes, hein, qu'elles soient architecturales ou urbaines, euh, par rapport à des éléments de recherche ou en tout cas des concepts qui peuvent donc enrichir la pratique professionnelle. Merci beaucoup pour votre réponse. Avant de continuer, je voudrais demander à tous ceux qui ont leur micro ouvert de bien vouloir les fermer, s'il vous plaît. Monsieur Théadoum Nareng, monsieur ou madame Juvencel, si vous pouvez bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, je vais poursuivre au niveau des questions. Ah, il y a une question qui s'adresse, la prochaine question s'adresse à madame Farida. Bon, c'est une question très, très localisée. On dit dans le contexte africain, en fait, la question fait un lien avec votre proposition de doit faire la recherche universitaire au lieu de doit-il s'investir. Donc, ma question c'est, Madame Farida, pouvez-vous nous conseiller un chef d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, à poursuivre des études dans un doctorat en prenant en compte le contexte africain? Parce que donc, dans le contexte africain, est-ce que vous pouvez conseiller un chef d'entreprise à poursuivre ses études dans un doctorat, d'après vous, votre expérience en tant qu'experte sur le terrain? Bon, déjà, mettre dans le contexte africain, j'aimerais bien comprendre ce qu'on veut dire par là, contexte africain. D'accord. Malheureusement, la personne qui a posé la question a son micro qui a des difficultés. Elle ne peut pas s'exprimer elle-même. Bon, je ne sais pas comment on peut Non, l'interpréter. moi, déjà, si nous faisons abstraction de cela, de la question-là, Oui. je dirais qu'il faut. Il y a quelqu'un qui- Si nous faisons abstraction du contexte africain d'abord, Oui. je pourrais dire que moi, je peux conseiller un chef d'entreprise de poursuivre ses études dans un doctorat. Et moi, je pourrais le dire parce qu'il faudrait, lui, il faudrait que ce soit, que ce qu'il cherche soit parce qu'il en a besoin réellement. On ne se lance pas dans la recherche de thèse comme un phénomène de mode, bien parce que tout le monde est en train de faire, moi aussi je devrais faire. Non. Viens, viens. Madame Kamking Yvonne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Madame Kamking Solange, Monsieur Théadoum, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Monsieur Théadoum? Ok, je crois qu'on peut poursuivre. Je pense que c'est un D'accord. peu plus calme. Ouais. Donc, je disais oui, qu'il faudrait que ce qu'il cherche soit vraiment parce qu'il en a besoin. Et on ne se met pas dans la recherche juste parce qu'on a envie de s'amuser ou de faire comme les autres, ou comme un phénomène de mode. Et le meilleur est de vraiment, dans ce genre de contexte, comme l'a dit le docteur Ilma, de lier le, le projet de recherche à ce qu'on fait. Je dis bien le meilleur. Je ne dis pas que c'est
obligatoire, mais ça Ouais, permet de gagner, par exemple, du temps lorsqu'il s'agit de problèmes de temps. On se pose la question. d'accord. Mais non, quand on prend le contexte africain, là, j'élimine un peu ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien, chacun de nous sait exactement ce qui est bien pour lui. Ah, je pense qu'il y Et a un nous, problème au niveau de votre micro. C'est comme si vous êtes un peu donc, loin. et je vois ma connexion est légèrement instable, mais est-ce que Ah, ça va d'accord, mieux? ok. Oui, en fait, on vous entend Maintenant, en ça va? arrière-fond. Oui, on vous entend légèrement en arrière-fond. On va se débrouiller comme ça. Maintenant, c'est mieux? Oui, là, c'est très mieux. Merci. Ouais. D'accord. Bon. Je reprends au niveau du contexte africain, peut-être. Oui, oui, exactement. Donc, je disais, voilà, je disais que le contexte africain, j'essaie de faire abstraction de ça, mais il ne faudrait pas aussi en faire abstraction parce que il faudrait tenir compte de ce qu'on vit pour pouvoir tout simplement l'adapter. Et chaque personne sait ce dont il a besoin pour que ça avance. Et il sait Mhm. aussi où le chercher s'il le faut. Mais non, il ne faudrait pas qu'on oublie que nous avons été formés ou entre griffes formatés pour travailler partout où besoin sera. Donc, en prenant cette idée-là, partout où besoin sera, il ne faudrait pas se limiter carrément dans le canevas Afrique et autres pour pouvoir explorer ses études dans le domaine du doctorat. Et je m'en viens insister à nouveau à ce que le docteur Fabrice Banon a dit. Euh, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent au doctorat. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on ne doit pas le faire. On peut le faire et continuer par avancer. C'est plus un titre qui montre aussi qu'on a eu une avancée dans la réflexion, mais c'est aussi un moyen pour soi de pouvoir mieux comprendre ce qu'on fait et mieux répondre à ses propres réflexions en tant que professionnel, mais aussi aux réflexions euh, du milieu, répondre aux problèmes qu'on a dans sa communauté ou dans sa région. Voilà ce que je peux rajouter. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Euh, alors, la prochaine question, elle est posée par Monsieur Alfred Djebadji. La question s'adresse à vous, Madame Farida, et aussi à Monsieur Guigma. Elle est la suivante. Est-ce que la carrière professionnelle serait... Ah non, je m'excuse. La question s'adresse plus à Monsieur Guigma. Voilà. Est-ce que la carrière professionnelle serait-elle la même s'il n'avait pas fait sa thèse? Et donc, en d'autres termes, quel a été l'impact du doctorat dans la suite de sa pratique de l'urbanisme et ou de l'architecture? Donc, est-ce que finalement la thèse a fait un coup d'éclat par rapport à votre regard professionnel, à votre démarche professionnelle, à votre pratique professionnelle? Merci. Euh, oui, de toute façon, c'est évident que oui. Je l'ai dit, il ne s'agissait pas de faire la thèse pour que ce soit euh, une activité parallèle ou, ou de ne pas pouvoir faire le lien justement avec la pratique professionnelle. C'est un peu dommage pour mon cas et c'est un peu ce que je conseille en tout cas à tout le monde justement, c'est de faire ce lien pour que justement cette manière différente de questionner et d'aborder les sujets puisse être au bénéfice de la pratique professionnelle. Mais j'ai aussi dit que en termes de, d'expertise, la thèse n'apporte pas forcément plus d'expertise dans son domaine. Et donc, j'ai insisté aussi, parce qu'il y en a qui se disent, ah, les chercheurs sont supérieurs aux praticiens. Et ça, moi, je botte en touche en disant non. Un expert dans son domaine, et il est vraiment très compétent et il n'a rien à envier au fait à quelqu'un qui fait que de la recherche. Donc l'idée ici est de ne pas rentrer dans une concurrence ou dans une question de hiérarchie. Mais moi, je prône vraiment cette idée, justement pratique professionnelle
et recherche scientifique pour que l'un féconde l'autre, que l'un enrichit l'autre. Parce que c'est dans les deux sens que ça se passe. Aussi bien la recherche enrichit la pratique professionnelle, mais également la pratique professionnelle enrichit énormément la recherche parce que sans finalement terrain, sans finalement la pratique des techniciens, la recherche n'a pas d'objet en tant que tel pour faire améliorer justement l'ensemble. Voilà ce que je peux dire et merci Alfred de nous suivre depuis Ouaga. Merci beaucoup pour votre réponse. Si je fais la toute mini synthèse, donc c'est vraiment comme si finalement la théorie et la pratique sont les deux faces d'une même pièce qui doivent se compléter pour vraiment apporter des solutions pour nos villes et pour d'autres dans d'autres secteurs d'activité. Alors, je passe la parole à monsieur ou madame Emiliano pour qu'elle puisse ou qu'il puisse nous poser sa question. Monsieur ou madame Emiliano? Oui, oui, c'est monsieur. Ah, bah, bonjour, monsieur. Oui, la parole est à Oui, vous. oui, bonjour à tous. Je suis Emiliano Ounou, architecte des PLG et secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Togo. Donc, merci de votre initiative que je trouve à bien d'égards très intéressante. Merci à la consoeur Farida et puis au docteur Guigma. La question du thème, c'était de savoir si un professionnel en activité peut-il s'investir dans la recherche universitaire. Donc, quand je prends ma discipline qui est l'architecture, il y a plusieurs manières de la pratiquer. Il est vrai que dans nos contrées, nous voyons cette pratique beaucoup plus par le prisme du libéral en cabinet, mais il y a il y a plusieurs façons de s'adonner à cette pratique. J'ai pour habitude de citer en exemple les critiques, les critiques de l'architecture. Enfin, il y a des gens qui sont là pour critiquer ce que les autres font. C'est un métier également. Mais dans nos contrées, nous sommes plus dans la pratique en libéral. Donc, de ce fait, je distingue un théoricien de l'architecture et un praticien de l'architecture. Donc, pour le praticien de l'architecture que je suis, celui qui mène des projets de bout en bout, quel est concrètement l'intérêt pour moi d'aller m'aventurer dans des recherches universitaires? Et par extension et par parallélisme de forme, en quoi un praticien, par exemple, toute proportion gardée, je dis bien toute proportion gardée, un praticien de l'architecture qui mène de bout en bout un projet d'hôpital, par exemple, de 500 lits et qu'il termine, et en quoi est-ce que ce qu'il vient de faire peut s'apparenter à une recherche universitaire? Telle est ma question. Merci. Merci. Juste, votre question s'adresse au docteur Guima ou à nos deux panélistes. Gentiment, je vais dire qu'il se sent morveux se mouche. D'accord, parfait. Donc, mais dans ce cas, je laisserai d'abord la parole à Madame Farida et ensuite, je laisserai Monsieur le docteur Guima conclure. Ok. Euh, Bonsoir, confrère. Euh, je vais donner juste un exemple. Je ne vais pas répondre, je vais laisser aussi l'opportunité au docteur de répondre, de pouvoir répondre. Donc, selon moi, euh, imaginons que nous sommes passionnés de la construction durable et que souvent, lorsqu'on fait nos conceptions, il y a peut-être des pièces ou un état, quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir forcément lorsqu'on fait les conceptions et qu'on est obligé d'utiliser des types de matériaux et on est en train de réfléchir sur un alliage, mais on ne sait pas si ça marcherait ou pas. Mais on peut toujours, dans ça, si on aime la recherche et tout, à partir de là, faire tellement de questionnements et finalement se retrouver dans dans un projet de recherche doctorale, pouvons répondre, bon, ça c'est quand même un peu minime,
ben, pouvons répondre à cette question-là et au bout, découvrir un type de matériau qu'on va désormais exploiter ou utiliser dans nos constructions qui sont totalement made in soi-même, c'est-à-dire c'est notre propre production, notre propre travail. Et là, je me dis toujours, là, il s'agit peut-être un peu plus de pratique. Et au niveau du doctorat, je me dis, la thèse, c'est beaucoup plus de la réflexion. Des fois, ce sont des ouvertures. On n'a pas besoin d'un produit totalement fini. Mais cela nous permet aussi de pouvoir mieux explorer les choses et de voir, d'avoir une réponse peut-être ouverte ou une demi-réponse à ce qu'on veut. Et aussi, il arrive, suivant le type, vous avez donné l'exemple de l'hôpital. En quoi, par exemple, cela pourrait déboutir sur ça? Je me dis, ce sont toujours des études de cas, ce sont des cas auxquels on est confronté qui finalement nous poussent à peut-être le faire et cela pourrait permettre le parallèle, je vais dire le lien concret par exemple, comme le suggérait le docteur Gigma, ce que je partage d'ailleurs. Donc, ce sont des cas qui nous poussent parfois à le faire, mais qui sont des moments ou des moyens de pouvoir aboutir beaucoup plus facilement parce qu'on a toutes les ressources autour de nous, tous les cerveaux, je dirais aussi, pour pouvoir aboutir à la réponse. C'est selon moi comment je vois les choses. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, je passe la parole au docteur Guigman. Merci, merci. Je compléterai Madame Géraldo. Merci aux confrères pour la question, parce que c'est une question que nous nous sommes posée, hein, nous aussi, pendant longtemps, parce que bon, voilà, à un moment donné même, il y a des architectes qui disaient que bon, on a fait tellement d'années d'études qu'on mérite le titre de docteur. Parce que voilà, on réfléchit sur des projets, on réfléchit à la conception. Pourquoi faire un doctorat en plus? Parce on est dans notre activité quotidienne, on réfléchit une fois. Donc, on est vraiment en train de trouver les meilleures solutions, en tout cas, aux différents besoins des gens et des sociétés. Mais finalement, il y a c'est ça qui est intéressant, il y a encore tellement à faire et tellement à découvrir, parce que c'est une question, enfin, les questions auxquelles nous sommes confrontés en tant que professionnels et les contraintes de temps avec lesquelles nous y répondons et y faisons face n'ont rien à voir avec justement un déconcentrement de cette réalité. Il faut vraiment se, se détacher de cela et poser les questions autrement. La conception. Comment concevoir, par exemple? Quelle est la conception idéale? Quels sont les outils qui vont aboutir à une conception idéale? Voici, chacun a sa manière de concevoir en tant qu'architecte. Mais est-ce qu'il y a une réflexion justement sur cette manière de faire? Est-ce qu'on se pose la question pour savoir si le projet qui plaît à l'architecte, pourquoi il ne plaît pas aux politiques? Pourquoi il ne plaît pas à tel ou tel citoyen? Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que le projet plaise? Parce qu'après tout, on ne fait pas un projet d'architecte pour soi, on le fait pour les autres. Donc, il y a forcément des choses à savoir. Vous voyez bien les matériaux locaux pendant des années dans tous les pays. Tout le monde pense que c'est bien, en tout cas tous les professionnels défendent le côté écolo, le côté esthétique, le côté confort thermique. Mais sur le terrain, on voit quand même beaucoup de réticences à tous les niveaux de la société. Donc, il y a quand même des questions à se poser et des manières de faire à changer pour que justement ce que nous pensons être bien en tant qu'architecte puisse être partagé par le plus grand nombre. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de poser les questions différemment. Il ne s'agit pas juste de faire un bon projet, de répondre à une commande, mais d'aller au-delà et donner des outils qui seraient finalement au service de toute la communauté d'architectes, mais aussi des autres domaines et des autres acteurs de la construction. Et je voudrais parler de nos amis, de nos collègues ingénieurs
voilà, moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de docteurs, énormément de doctorants dans le domaine du génie civil. Et voilà, je pense qu'à la longue, c'est eux qui viendront valider nos programmes de formation d'architectes. C'est eux qui seront au niveau du CAMES dans les comités scientifiques pour finalement valider des choses que nous n'avons pas investiguées parce que très orgueilleux, nous nous sommes dit que la thèse ne servait pas à grand-chose et finalement, on a laissé ce champ à d'autres professionnels qui ont le titre. Et vous savez, au niveau du CAMES, c'est le titre qui donne la légitimité pour valider un programme et autres. Donc, je pense que avec vraiment beaucoup d'humilité, euh, même les architectes devraient eux aussi en tout cas, s'investir dans la recherche scientifique pour re-questionner toutes les certitudes qu'ils ont, toute leur manière de faire, et forcément, ils en seront grandis, et c'est toute la profession qui va en bénéficier. Voici mon plaidoyer. Et encore merci pour cette question parce que elle a trotté dans nos têtes pendant longtemps, et aujourd'hui, avec le recul, notre avis, notre point de vue a changé. Merci beaucoup, docteur. Je regarde là ma montre et on a dépassé de 4 minutes. On pourrait, je pense, faire des heures et des heures d'échange. Malheureusement, il y a la contrainte du temps. Il y a à peu près 57 personnes qui sont avec nous. Donc, vraiment, on remercie tous ceux et celles qui ont accordé du temps et qui, j'espère, ont appris quelque chose avec notre échange aujourd'hui. Je vais laisser la parole au rapporteur de la séance, qui est Monsieur Roussel Teguia, pour pour qu'il puisse nous faire un bref résumé de ce qu'on peut garder au sorti de ce think tank. Donc, Monsieur Roussel Teguia, la parole est à vous et ensuite je conclurai. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Denis, pour la parole donnée. Déjà, bonsoir ou bonjour à tout un chacun. Je suis Roussel Teguia, je suis un membre du RECIMVA, du réseau scientifique pour les villes africaines. Et je vais essayer un peu en cette soirée de jouer en quelque sorte le rôle de rapporteur pour essayer de faire une synthèse de toutes ces informations enrichissantes que les panélistes ont eu à nous apporter. Alors, nous avons partagé un moment riche en enseignement autour d'une question fondamentale. Un professionnel en activité peut-il s'investir dans la recherche universitaire? Nos deux intervenants, le docteur Léon Guikma et Madame Farida Geraldo pour moi, nous ont guidés à travers leurs expériences singulières. Et leurs propos nous rappellent à quel point finalement le chemin de la recherche, bien qu'exigeant, peut être une source de transformation profonde. Alors on a commencé par donner la parole au docteur Léon Guikma qui nous a en quelque sorte partagé avec humilité son propre parcours. Architecte urbaniste de formation, il a entrepris son doctorat à l'université Paris 8 tout en dirigeant son cabinet Perspective à Ouaga. Son témoignage a mis en lumière que la thèse n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus d'apprentissage qui nous façonne en tant qu'individu. Comme il a si bien dit, il n'y a pas de bon moment pour se lancer dans une thèse, il n'y a que des opportunités. Cette phrase nous rappelle alors la sagesse du philosophe Sénèque qui affirmait que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Le docteur Guikma nous invite alors à voir dans chaque obstacle une chance de nous perfectionner. Il a ensuite insisté sur le fait que la recherche n'est pas en contradiction avec la pratique professionnelle, mais plutôt elle en est complémentaire. La recherche scientifique permet aux praticiens d'approfondir sa réflexion, d'améliorer ses pratiques et de mieux problématiser finalement ses travaux. À travers son expérience de terrain, notamment sur les bidonvilles de Ouagadougou, il a su démontrer que l'activité professionnelle peut devenir un terrain fertile pour la recherche universitaire. En somme, la thèse est, selon lui, une quête d'humilité, une déconstruction des savoirs établis qui nous permet finalement de grandir en tant qu'être humain. Madame Farido Geraldo, finalement architecte urbaniste, fondatrice de l'association IAC et chef d'entreprise, nous a apporté une vision complémentaire du docteur Léang. Elle nous a rappelé que pour s'engager dans la recherche, il faut avant tout avoir une vision et des objectifs clairs. Comme elle a si bien exprimé, tout dépend de ses compétences, de ses opportunités, mais surtout de ses objectifs de carrière. La rigueur et l'organisation sont des maîtres mots. Et il est crucial d'être en accord avec ses choix. Son conseil, finalement, pour les professionnels souhaitant s'engager dans la recherche est limpide.
il faut que cet engagement soit un choix réfléchi et aligné sur des aspirations profondes. À ce sujet, on peut se remémorer cette citation de Victor Hugo qui disait que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Ainsi, ce webinaire nous a rappelé que, loin d'être une contradiction, la recherche universitaire peut enrichir la pratique professionnelle. Le docteur Guigma et Madame Giraldo nous ont démontré que l'investissement dans la recherche requiert patience, persévérance et surtout passion. Il est possible de réussir à concilier ces deux mondes à condition de savoir pourquoi et comment on souhaite les fusionner. Au-delà des conseils techniques et des recommandations méthodologiques, nos deux intervenants ont souligné l'importance de l'humilité, de la persévérance, mais surtout de la curiosité intellectuelle. La thèse, comme l'a si bien exprimé le docteur Guigma, est un exercice de déconstruction des savoirs et d'ouverture à de nouveaux horizons. Madame Giraldo nous a pour sa part invité à réfléchir sur nos motivations profondes, à questionner notre place en tant que professionnels chercheurs et à voir la recherche non pas comme une obligation, mais comme une opportunité de croissance personnelle et surtout professionnelle. Pour conclure cette séance, nous retiendrons que oui, un professionnel en activité peut s'investir dans la recherche universitaire, à condition de s'armer de patience, de clarté et d'une vision durable. Le chemin est ardu, mais comme le disait Aristote, la patience est amère, mais son fruit est doux. Merci infiniment aux différents intervenants, le docteur Guigma et Madame Giraldo, pour leurs interventions inspirantes et merci surtout à vous pour votre attention. Que chacun reparte avec l'envie renouvelée de se dépasser et d'explorer les richesses infinies du savoir. Je vous souhaite une excellente continuation et je repasse la parole à Denis. Merci. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, Roussel. Je ne pense pas qu'il faut que j'ajoute encore autre chose que ça. Merci beaucoup à tout le monde, vraiment vos contributions, votre écoute. Nous avons eu en moyenne plus de 50 personnes, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup à nos invités pour le temps qu'ils nous ont accordé, pour le partage de la réflexion, le partage de leurs expériences. C'est comme ça que nous construirons cette prochaine génération africaine qui va vraiment s'investir vers ses propres problèmes, mais surtout qui va donner tout ce qu'elle a de meilleur pour construire un pont d'avenir pour elle-même et pour ceux qui viennent après. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée ou matinée ou après-midi en fonction de là où vous vous retrouvez sur la planète. Portez-vous bien. Merci.